Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. En plein cœur de la guerre froide, l'événement devait être le symbole d'une grande fête des peuples, l'occasion de célébrer la détente entre les deux camps, l'opportunité enfin de prouver aux yeux du monde que des pays communistes pouvaient intégrer le grand concert des nations. Échec total. Au terme d'un impressionnant bras de fer diplomatique de plusieurs mois, une cinquantaine de nations, les États-Unis en tête, vont refuser de participer aux épreuves. Longtemps considéré comme une conséquence directe de la politique étrangère agressive de l'Union soviétique, cet épisode connaît depuis plusieurs années un éclairage nouveau. Grâce à des documents d'archives inédits et au travail d'enquête de plusieurs historiens, on a découvert que derrière le masque des bons sentiments diplomatiques, c'est le président américain Jimmy Carter qui tirait ici les ficelles d'un jeu géopolitique au service des États-Unis, bien sûr. 4 ans après, les Soviétiques rendront aux Américains la monnaie de leurs pièces, ils boycotteront les JO de Los Angeles. Notre invité aujourd'hui, l'historien Maurice Weiss, spécialiste de relations internationales et de la guerre froide. Nous le recevons pour son livre intitulé « Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, l'engagement de la France dans le monde 1945-2001 aux éditions L'Iconoclaste ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au milieu des années 60, l'équilibre du monde repose sur un terrible constat. Si la guerre est impossible, la paix, elle, demeure improbable. Après l'échec d'une décennie de coexistence pacifique et chaotique symbolisée entre autres par la crise des missiles de Cuba, les États-Unis et l'Union soviétique prennent conscience du danger d'une confrontation directe. Les deux grands s'engagent alors dans un processus inédit, la détente. L'Est et l'Ouest tentent de réduire les tensions et de favoriser les échanges. Pour y parvenir, on installe une liaison directe, le téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin. On organise plusieurs grandes rencontres au sommet entre dirigeants américains et soviétiques. Enfin, on lance de vastes programmes de désarmement et de coopération scientifique. Mais malgré tous ces efforts, les années passent et de part et d'autre du rideau de fer, deux visions idéologiques du monde continuent de s'affronter. Et comme nouveau théâtre de bataille, il y a le sport. Très vite, au nom de l'image et du prestige, on instrumentalise les résultats de toutes les compétitions ou rencontres sportives. Ce fut le cas lors du match de football en Coupe du Monde en 1974 entre la RFA et la RDA. Les Jeux Olympiques, plus grand rassemblement sportif de la planète, n'y échappent pas. Depuis leur création à la fin du XIXe siècle par le baron Pierre de Coubertin, les JO sont devenus porte-étendard d'un discours humaniste, le rassemblement pacifique des peuples et de leurs athlètes selon la formule consacrée. Mais voilà, après plusieurs décennies de faste, les 5 anneaux de l'olympisme traversent une période de forte turbulence. En 1968, à Mexico, 2 poings gantés de noir se dressent sur un podium d'athlétisme. Ce jour-là, les Jeux se transforment en tribune d'expression politique. 4 ans plus tard, la tragédie de Munich, avec le massacre d'une partie de la délégation israélienne par le groupe terroriste Septembre Noir, vient briser définitivement l'idée de sanctuaire que représente le mouvement olympique. Enfin, en 1976, on découvre le concept de boycott, lorsqu'une trentaine de nations africaines refusent de participer aux JO de Montréal pour dénoncer la présence d'athlètes néo-zélandais coupables, selon eux, de légitimer le régime d'apartheid en Afrique du Sud. 3 Olympiades pour 3 épisodes marquants. Une situation qui fait dire à Maurice Herzog, membre du Comité international olympique, que le sport est désormais dépendant du cadre politique dans lequel il se déroule. Dans la mesure où le sport devient un fait social important et qu'il intéresse tous les peuples de la planète, il est certain que les conséquences politiques du transport des sportifs, de l'entrée ou de la sortie de ces mêmes sportifs des pays où se tiennent les Jeux Olympiques, posera de plus en plus de problèmes. Il faut le reconnaître, c'est un fait. Il n'y a pas que l'acte sportif qui intéresse les peuples et les États, il y a aussi les conditions dans lesquelles s'effectuent ces gestes sportifs. C'est dans ce contexte bien particulier, lié d'une part à la guerre froide et de l'autre à la politisation des événements olympiques, que Moscou remporte haut la main l'attribution des 22e Jeux d'été.
Malgré l'épineuse question des droits de l'homme et celle de la liberté d'expression dans ce pays, cette victoire soviétique semble logique, tant le dossier d'investiture était supérieur à celui de sa rivale, Los Angeles. En pleine détente Est-Ouest, ce succès marque en tout état de cause une volonté d'intégrer les pays socialistes dans le mouvement sportif international et ainsi de faire des JO de 1980 un moment de trêve et de concorde. Qui peut donc alors imaginer la tournure que vont prendre les événements? Qui peut se douter qu'en réalité les JO de Moscou vont devenir le plus grand fiasco de toute l'histoire olympique? Moscou, nous sommes au début du mois de décembre 1979. Depuis le balcon panoramique situé au 20e étage de la grande tour de l'hôtel Leningrad, des journalistes étrangers assistent à un spectacle inédit. Tout autour d'eux, la capitale soviétique ressemble à un vaste chantier à ciel ouvert. Ici, des grues géantes installent le toit d'une enceinte sportive. Là-bas, des bulldozers agrandissent les routes qui mènent au futur village olympique. Dans les rues de la ville, une armée d'ouvriers s'agite 24 heures sur 24. Dans les bureaux des ministères, une cohorte de fonctionnaires reste en état d'alerte 7 jours sur 7. Partout, l'ébullition est palpable. Et pour cause. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'une nation socialiste accueille l'événement. Alors pas question de se rater. D'ailleurs, pour le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Léonid Brejnev, ces Jeux doivent être, je le cite, un moment d'apothéose dans l'histoire du sport, ajoutant qu'ils montreront à l'Occident le nouveau visage du socialisme. Pour atteindre un tel objectif, Moscou veut apparaître sous son meilleur jour. Ainsi, on recrute et on forme des dizaines de milliers de traducteurs pour aider sportifs et officiels à circuler dans la capitale. On embauche des centaines de chauffeurs pour promener touristes et journalistes étrangers. Et comme l'explique le journaliste et écrivain russe Alexandre Noliev sur France Inter, les JO seront aussi l'occasion de grandes fêtes populaires. Le sport attira beaucoup de gens, beaucoup de touristes et beaucoup de journalistes dans la capitale de l'Union soviétique, mais aussi une grande quantité de manifestations culturelles. Il faut dire qu'il y aura beaucoup d'excursions, de concerts, de rencontres, de conférences. Moscou tâchera de montrer à ses hôtes les musées, les richesses culturelles et historiques modernes, dont le sport est un des domaines les plus importants. Dans le sud-ouest de la capitale moscovite, chaque soir, le grand stade Lénine brille sous la lumière des projecteurs. C'est ici, dans cette immense structure de béton et d'acier de plus de 100 000 places, qu'on doit allumer la flamme olympique, l'été prochain. C'est également là que les athlètes du monde entier doivent défiler avec leur drapeau sous l'œil des caméras de télévision du monde entier. Outre le complexe Lénine, les soviétiques ont investi sans compter dans d'immenses projets. Au total, la ville disposera de 69 stades, 230 gymnases, 22 piscines, 110 terrains de sport et un centre de téléradio dernier cri, du jamais vu. La facture est d'ailleurs à la hauteur de ses ambitions pharaoniques. On parle ici de plusieurs centaines de millions de roubles, ce qui correspond avec le taux de change de l'époque à autant de dollars américains. Une somme démesurée par rapport à l'état des finances soviétiques. Une dépense qui représente alors presque un quart du PIB de l'URSS. De leur côté, les organisateurs sont sereins. Tout sera fin prêt, assurent-ils, pour la cérémonie d'ouverture prévue dans tout juste 7 mois. Au même moment, dans les couloirs du Kremlin, les stratèges du ministère de la Défense sont à pied d'œuvre. Dans le plus grand secret, ils ajustent les derniers préparatifs d'une offensive militaire de grande ampleur. Sur une carte d'Asie, ils avancent leurs pions et tracent des cercles rouges autour de plusieurs villes. Au milieu apparaît en caractère gras le nom de l'objectif principal de la mission, Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Voilà quelques semaines que ce territoire grand comme la France, situé entre l'Iran et le Pakistan, connaît des troubles. Le gouvernement socialiste appelle Moscou à l'aide. Les soviétiques et leur chef, Léonid Brejnev, prennent l'affaire très au sérieux. Et en l'espace de quelques jours, la situation s'apprête à basculer. Jeudi 25 décembre 1979. En ce jour de Noël, les radios des capitales occidentales interrompent leur programme pour des flashs spéciaux. Au micro, journalistes et experts des relations internationales se succèdent. Le grand public découvre les premiers récits d'une guerre qui ne dit pas encore son nom, là-bas, en Afghanistan.
Sur place, dans un tonnerre de feu et un panache de fumée, les chars de l'armée rouge et les véhicules blindés de transport de troupes foncent en direction de Kaboul. Sur l'aéroport de la capitale afghane, plusieurs dizaines d'appareils militaires avec une étoile rouge sur leur dérive débarquent des hommes en treillis et du matériel lourd de combat. Officiellement, Moscou affirme venir porter assistance à un gouvernement ami. Officieusement, il se dit que le Kremlin entend restaurer sa sphère d'influence dans la région. Au micro de France Inter, le poète et essayiste André Velter, tout juste rentré d'un séjour à Kaboul, témoigne de la nature de cette opération. En fait, il s'agit pratiquement d'une armée d'invasion. Pour ma part, je considère que c'est une armée de type colonial. Elle est absolument omniprésente, elle encadre complètement l'armée afghane. Il participe au combat depuis les avions et certainement depuis les chars aussi. Les chars de combat sont certainement pilotés par des soviétiques. Les soviétiques viennent d'annoncer la construction de 6 nouveaux aéroports qui ne seront que des bases militaires et des bases d'invasion. Pendant la répression d'une autre révolte qui avait eu lieu dans le vieux quartier de Kaboul, les hélicoptères qui ont fait 800 morts à cet endroit et qui sont venus larguer des bombes étaient des hélicoptères de toute dernière fabrication soviétique. Et on pense même que les soviétiques se servent de l'Afghanistan à l'heure actuelle comme d'un terrain d'expérimentation pour des armes nouvelles et pour des matériels nouveaux. Dans les différents ministères des Affaires étrangères en Europe, les téléphones sonnent. Au siège de l'OTAN, à Bruxelles, on installe une cellule de crise. Mais c'est bien sûr de Washington que va venir la première réaction sur cette opération militaire soviétique. Et Washington ne perd pas de temps. À peine la nouvelle de l'invasion circule-t-elle dans la presse que les conseillers de la Maison-Blanche abattent leurs cartes. Le secrétaire d'État américain Cyrus Vance convoque l'ambassadeur du RSS. Dans la foulée, il demande aussi à l'ONU de se pencher sans délai sur ce qu'il considère être une violation du droit international et de la souveraineté des peuples. En apparence donc, tout porte à croire que les États-Unis n'étaient pas au courant des projets d'invasion soviétique. En apparence seulement, car on l'apprendra que bien plus tard, la centrale de renseignement américaine, la CIA, travaille depuis des mois sur le dossier afghan. Oui, ce sont ces agents sur le terrain qui nourrissent et encouragent l'opposition au régime socialiste. Ce sont encore eux qui sont à l'origine des troubles à Kaboul et qui pressent l'Union soviétique d'intervenir pour maintenir le régime en place. Le piège était donc tendu et les soviétiques s'y sont engouffrés. Dans les jours qui suivent, la tension sur la scène diplomatique grimpe encore d'un cran. Le président des États-Unis, Jimmy Carter, sort de sa réserve et s'adresse à la nation. Dans un discours télévisé au ton sombre et aux mots graves, il affirme la position du camp occidental sur cette affaire. Ni l'Amérique, ni aucune autre nation engagée pour la paix et la stabilité du monde ne peuvent continuer à faire des affaires comme avant avec l'Union soviétique. Pour Jimmy Carter, il s'agit de mettre en place une série d'embargos, notamment sur les céréales, les nouvelles technologies et les pourparlers diplomatiques. Mais le président américain va plus loin. À la surprise générale, il ajoute une autre mesure, encore plus symbolique. Bien que les États-Unis préfèrent ne pas se retirer des Jeux Olympiques prévus cet été à Moscou, l'URSS doit comprendre que si elle continue ses actions agressives, nous ne pourrons pas envoyer nos athlètes et nos spectateurs sur place, dit-il. La menace du président Carter est on ne peut plus claire. Dans la foulée, toujours face à la presse, le vice-président américain Walter Mondale enfonce le clou et propose même une solution de rechange. Je crois que les Jeux Olympiques devraient avoir lieu ailleurs. Peut-être à Montréal ou à Munich, mais pas à un endroit où notre participation conférerait une sorte de légitimité à un pays qui a commis une agression odieuse et indéfendable. Derrière cette tentative d'intimidation menée par l'administration Carter se cache en réalité une stratégie très pragmatique. Car la crise afghane tombe à point nommé pour le président américain. Grâce à sa très médiatique menace de boycott, il peut détourner l'attention de l'opinion publique aux États-Unis et ainsi s'offrir une porte de sortie honorable sur un autre sujet, celui de la crise des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Un épisode qui, rappelons-le, dure depuis plusieurs semaines et qui menace à tout moment de coûter son mandat à Jimmy Carter si la vie des 54 citoyens américains retenus venait à être menacée. Autre bénéfice de cette campagne d'appel au boycott, le président américain trouve l'occasion de réaffirmer son leadership sur la scène internationale.
Alors, en pleine campagne pour sa réélection, il s'affiche en défenseur du bien quand l'URSS, de son côté, symbolise le mal. Preuve que la manœuvre fonctionne, en l'espace de quelques jours, le président américain voit sa cote de popularité grimper en flèche. Le pays est derrière lui, l'Amérique reprend son rôle de leader du monde libre. Deux semaines plus tard, alors que les informations sur la situation en Afghanistan restent préoccupantes, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne à son tour l'intervention soviétique. Et son secrétaire général prévient, une ingérence aussi grossière que celle de l'URSS dans les affaires afghanes n'est rien d'autre qu'une violation des règles internationales. Voilà, c'est dit. Depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, Jimmy Carter veut montrer qu'il est prêt à tout. Le président américain lance ainsi un avertissement cinglant aux soviétiques. Si l'URSS ne retire pas ses troupes du territoire afghan d'ici 1 mois, nous demanderons l'annulation ou le transfert des Jeux Olympiques pour que ceux-ci se déroulent ailleurs qu'à Moscou. En fixant l'ultimatum au 20 février, le président américain et ses conseillers savent pertinemment que l'armée rouge ne pourra pas s'y conformer. Cette nouvelle intervention de Jimmy Carter a donc pour objectif d'acculer les soviétiques et surtout de convaincre les pays alliés de s'aligner sur la position défendue par les États-Unis. Du côté des pays du bloc de l'Ouest, contrairement à de nombreuses idées reçues, la proposition américaine de boycott est loin de faire consensus. Bien au contraire. L'affaire va même susciter de vifs débats au sein de l'opinion. Si dès les premiers jours, Tokyo, Ottawa et Bonn affichent leur soutien à Washington, il n'en va pas de même à Londres, à Rome ou encore à Paris, où on affiche clairement un certain scepticisme sur la démarche des États-Unis. En France, les responsables politiques se montrent même hostiles à l'idée. À l'issue du Conseil des ministres du 23 janvier, le Premier ministre Raymond Barre affirme que le choix ou non de participation française aux Jeux est laissé à l'entière discrétion du Comité national olympique français. Autrement dit, il s'agit d'une affaire sportive qui ne concerne pas les responsables politiques. Que ce soit dans les rangs de la majorité ou du côté de l'opposition, la pression exercée par les Américains dans cette affaire agace. Comme en témoigne l'un des secrétaires nationaux du Parti socialiste à l'époque, Lionel Jospin, au micro de France Inter. Nous avons dit que nous refusions le boycott des Jeux Olympiques. Il faut prendre notre décision face à une campagne internationale venant non pas de l'opinion, des gens qui s'indigneraient, mais des capitales venant de la diplomatie américaine en faveur du boycott. Face à cette campagne, nous avons dit non, pas plus qu'on empêche les hommes d'affaires de continuer à se rencontrer à l'Est ou à l'Ouest, on ne doit empêcher les sportifs de se rencontrer. Partout en Europe, des intellectuels et des figures du monde du spectacle prennent position. C'est le cas par exemple des écrivains Marek Alter et Bernard-Henri Lévy. Ils créent le Comité droits de l'homme Moscou 80 afin de boycotter, je les cite, les Jeux Olympiques de la honte et de l'infamie. En représailles, le Parti communiste français crée un comité d'information sur le jeu de Moscou, histoire d'endiguer une campagne jugée nauséabonde de l'axe américano-ouest-allemand. Je reprends les termes du PC. Du côté de Washington, nombreux sont ceux qui pensent que les dés sont déjà jetés. Nombreux sont ceux qui estiment que les instances sportives nationales et internationales vont aller dans le sens de la déclaration du président Carter, autrement dit, valider l'idée d'un boycott des JO. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, le vent de l'opinion tourne et le président américain va se retrouver dans une situation très délicate. Premier revers, le 13 février. Ce jour-là, le CIO nie toute violation par l'URSS de la charte olympique et refuse, par la même occasion, d'envisager toute idée de boycott ou de transfert des JO. Son président, Lord Killalin, l'affirme de façon claire. Les Jeux ne peuvent pas être utilisés ni détournés dans un but politique. Cette cérémonie sportive restera apolitique et pacifique. Quelques jours plus tard, nouveau coup de théâtre. Cette fois, c'est le Comité national olympique américain qui explique devant les membres du Congrès avoir des doutes sur l'idée d'un boycott. Le comité précise au passage qu'il prendra sa décision d'envoyer ou non ses athlètes à Moscou le 24 mai prochain, sans en référer au préalable à la Maison-Blanche. Les athlètes américains, justement, eh bien dans leur grande majorité, ils désapprouvent la position de leur président. À la télé, des sprinteurs, plusieurs basketteurs et autres relayeurs prennent position publiquement contre le boycott. Et très vite, l'opinion publique jusqu'ici acquise à la politique de Jimmy Carter se met à douter.
Les États-Unis doivent-ils, oui ou non, se rendre aux Jeux Olympiques de Moscou? Doivent-ils déclarer forfait et ainsi laisser échapper leur médaille? Pendant ce temps, la guerre en Afghanistan continue. Tel un rouleau compresseur, l'armée rouge écrase toute forme de résistance. Les hélicoptères de combat tirent sur tout ce qui bouge. Le bilan fait déjà état de plusieurs milliers de morts parmi les rebelles et de plusieurs dizaines de milliers de blessés parmi les populations civiles. Pendant ce temps, à Moscou, les préparatifs pour l'organisation des Jeux Olympiques se poursuivent sous l'œil avisé du Kremlin. Participation américaine ou non, les Soviétiques refusent tout compromis. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est décidé, les athlètes américains n'iront pas à Moscou. Après une très longue réunion, le comité olympique des États-Unis a approuvé à l'unanimité la demande du président Carter de ne pas envoyer d'athlètes américains aux Jeux olympiques organisés par l'URSS. Mais le comité olympique américain a tout de même décidé de continuer la préparation de l'équipe olympique de manière à accorder le titre de sélectionné olympique aux athlètes qui se seront ainsi entraînés. Le 24 mai 1980, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, le président du comité olympique américain, Robert Kane, annonce que la délégation des athlètes américains ne se rendra pas à Moscou. Après plusieurs semaines de suspense et plusieurs déclarations contradictoires, les responsables de la fédération s'alignent donc sur le souhait du président américain de boycotter l'épreuve. Grâce à de nombreux documents d'archives, on sait désormais qu'en coulisses, la Maison-Blanche a exercé d'incroyables pressions financières et un véritable chantage sur les membres du comité olympique américain pour que ces derniers acceptent sans broncher le choix du président. Mais chose encore plus surprenante, on a aussi découvert que les Américains ont tenté d'infléchir la position du comité olympique international. En effet, si cette organisation est indépendante des États, elle dépend des financements provenant des revenus de la télé, de la publicité lors des événements. Or, sur ce point, Jimmy Carter est allé jusqu'à menacer d'interdire toute participation d'entreprises américaines aux événements olympiques. C'est donc dans ce climat délétère qu'à la fin du mois de mai, le comité international olympique finalise les inscriptions aux Jeux de Moscou, dernière étape avant la cérémonie d'ouverture. Au total, 80 pays répondent favorablement à l'invitation. 56 boycottent les épreuves, dont les 4 plus grandes nations sportives de l'époque, la République fédérale allemande, le Japon, le Canada et les USA. De leur côté, la France et la Grande-Bretagne enverront leurs athlètes en Union soviétique, mais ces derniers défileront sous la bannière olympique, un moyen de ne froisser personne. À la télé, le président du comité olympique international, Lord Killanin, dénonce l'attitude des États-Unis. Les Jeux olympiques sont la propriété du CIO et pas de l'Union soviétique ni des États-Unis. Et c'était parce que le baron de Coubertin a pensé bien en avance qu'il a créé le comité international olympique à qui appartiennent les Jeux olympiques. Nous sommes les, qu'est-ce qu'on dit, trustees, dépositeurs de ces Jeux. Pour tenter de sauver la face, l'administration Carter se lance alors dans une nouvelle campagne de déstabilisation médiatique contre Moscou. La chaîne de télé américaine NBC, celle qui depuis plusieurs décennies capte et retransmet les JO dans le monde entier, annonce qu'elle ne couvrira pas l'événement. Sur le terrain, les Américains intensifient leur programme d'aide à la résistance afghane. Plus de 50 millions de dollars sont ainsi débloqués pour soutenir les Moudjahidines et autres responsables talibans. De leur côté, des agents de la CIA se rendent sur place dans les environs de Kaboul. Ils livrent aux rebelles des cargaisons de missiles Stinger, des armes redoutables qui vont se révéler décisives contre l'aviation soviétique et qui vont faire basculer le sort du conflit, le transformant en bourbier. Ensuite, les semaines passent et dans l'indifférence générale, Moscou se prépare à accueillir les Jeux. Уважаемый господин президент Международного олимпийского комитета. Cher Monsieur le Président du Comité international olympique, Mesdames et Messieurs les athlètes, chers camarades, je proclame les 22e Jeux olympiques de l'ère moderne ouverts. Le
19 juillet, dans le grand stade Lénine à Moscou, s'ouvre avec faste la cérémonie des 22e Jeux Olympiques d'été. Présent dans les tribunes, Léonid Brejnev prononce le discours d'ouverture. Assis à quelques mètres de là, l'envoyé spécial de France Inter, Christian Bidner, raconte le spectacle. Pas vraiment une fête, une cérémonie plutôt. Pas une fausse note, mais pas non plus la chaleur, l'enthousiasme, le petit brin de folie ou de fantaisie qu'on a connu ailleurs. La beauté et la froideur de la perfection. Les Africains en boubou, les Hindous en turbanés, les Vietnamiennes en sari. Le spectacle était pourtant de toute beauté, haut en couleur, et l'absence des 10 pays occidentaux boycottant la cérémonie d'ouverture, cette absence est, si j'ose m'exprimer ainsi, quasiment passée inaperçue. Applaudissements polis du public, plus fournis bien sûr pour les pays amis, tels l'Allemagne de l'Est et Cuba, mais pas de frénésie, même lorsque la délégation soviétique, de loin la plus importante, avec 560 athlètes, a défilé. Pourtant, quelle perfection dans les tableaux vivants réalisés par les 10 000 gymnastes placés sous la vasque olympique, ces mêmes gymnastes qui ont porté à bout de bras Serge Belov, l'une des gloires du sport soviétique, qui avait la charge d'allumer la flamme. Très très beau, vraiment. Spectacle formidable, impeccablement réglé. Et finalement, le seul moment d'émotion, peut-être de l'après-midi, c'est lorsque nous est apparu sur le panneau électronique du stade Lénine le message envoyé par les cosmonautes soviétiques qui tournent depuis 102 jours dans l'espace. Par notre hublot, nous voyons la Grèce, patrie des Jeux Olympiques. Salut à tous les participants, qu'il soit un trait d'union et d'amitié entre tous les peuples. Dans les jours qui suivent, la lutte entre les athlètes reprend ses droits sur celle des diplomates. En l'absence des sportifs américains et ouest-allemands, le camp soviétique engrange les médailles et les titres olympiques. Et parmi les pays de l'Ouest qui se mettent en avant, malgré eux, il y a le Royaume-Uni et la France. Sur les pistes d'athlétisme, les Anglais réalisent d'incroyables performances. Sur le 800 mètres et le 1500 mètres, le duel fratricide que se livrent Sebastian Coe et Steve Ovett reste l'un des grands moments de la compétition. Dans les épreuves de semi-fond et du décathlon, là aussi les Britanniques raflent tout. De leur côté, les Français triomphent en judo, en cyclisme et surtout en escrime. Au total, la France obtient 14 médailles, dont 6 en or. Pourtant, à chaque fois qu'un sportif français ou anglais se présente sur la plus haute marche du podium, on hisse à la place de son drapeau la banderole des anneaux olympiques et on joue l'hymne des Jeux. À quelques kilomètres de là, dans le village olympique, l'ambiance est à la fête. Les sportifs déambulent et échangent en toute insouciance, comme en témoigne un invité de marque, le premier secrétaire du Parti communiste français, Georges Marchais. Il y a une ambiance absolument extraordinaire. C'est la fête, c'est la joie, c'est la compétition, c'est la lutte pour le meilleur, pour que le meilleur gagne. Vraiment, il y a une ambiance excellente. D'ailleurs, la délégation française elle-même, les dirigeants de la délégation française que j'ai rencontrés, disent dans le village olympique, l'atmosphère est absolument extraordinaire. Ils font ce qu'ils veulent, les gens ici. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Il paraît qu'il y a une Américaine qui se promène avec un t-shirt sur lequel elle a inscrit « Je fais partie du club athlétique du KGB ». Ce qui est complètement ridicule. Eh bien, elle se promène dans son hôtel et dans les rues, et non seulement les Soviétiques, mais les Français, les Anglais et tous les autres qui l'ont rencontrée, eh bien, ils rigolent. S'il y a bien un épisode qui retient l'attention des commentateurs et des journalistes présents, au point d'ailleurs de s'afficher en une de certains magazines occidentaux, c'est sans aucun doute celui de la finale du concours du saut à la perche. Ce jour-là, à la surprise générale, le perchiste polonais Władysław Kozakiewicz remporte l'épreuve au terme d'un saut fantastique. Grâce à ses 5,78 m, il bat le record du monde et offre à son pays une médaille d'or. Dans le camp des athlètes russes, pourtant grandissime favori, c'est la douche froide. À l'annonce des résultats, le public moscovite crie son mécontentement. Kozakiewicz, lui, explose de joie et se retourne face aux photographes. Les flashs crépitent, le public siffle. Au moment même où les chantiers de Gdansk en Pologne s'apprêtent à faire trembler l'ours soviétique, le sportif polonais adresse alors un grand bras d'honneur à la tribune. La scène paraît surréaliste. Sollicités par le CIO, les responsables de la fédération polonaise expliqueront par la suite qu'il s'agissait là simplement d'une crampe. Si le symbole de ce geste prête aujourd'hui encore à interprétation, il en dit long en tout cas sur l'état de tension qui règne entre athlètes du bloc de l'Est. Le
3 août 1980, après 2 semaines d'épreuves et de spectacles, la flamme olympique s'éteint dans le stade Lénine. De son côté, le CIO fait le bilan des Olympiades. Celui-ci est beaucoup moins décevant qu'on ne pourrait le croire finalement. Sur la piste, dans les bassins et dans les stades, les performances ont été exceptionnelles à bien des niveaux. La fréquentation et l'affluence durant toutes les compétitions a atteint des niveaux records. Enfin, et à l'exception de la campagne de boycott, il n'y a eu aucun incident à signaler dans l'organisation d'événements. Les Soviétiques ont montré qu'ils étaient capables d'accueillir le monde dans les meilleures conditions. Une langue de bois qui oublie tout simplement le boycott et l'emprise de la politique sur le sport. S'il était essentiel d'aborder la question des droits de l'homme et de la liberté d'expression en URSS au moment de l'attribution des Jeux à Moscou et jusqu'à leur ouverture, jamais les Américains n'ont mis cette idée en avant. Personne parmi les responsables de l'administration Carter ne s'est ému du sort du physicien Andrei Sakharov, par exemple, et de celui de tous ces dissidents politiques emprisonnés dans les goulags en Sibérie. Pour Jimmy Carter et ses conseillers, l'objectif de cette campagne de boycott suivait un autre objectif: se remettre en course pour la présidentielle de novembre 80. Une stratégie risquée qui se soldera d'ailleurs par un échec. Le président américain sortant, embourbé dans l'affaire des otages en Iran, humilié même, sera nettement battu par son rival, Ronald Reagan. 4 ans plus tard, en 1984, les Jeux se dérouleront cette fois à Los Angeles. Réponse des bergers à la bergère, le camp socialiste, soit plus d'une quinzaine de pays tout de même, boycottera à son tour l'arène olympique pour dénoncer le camouflet subi à Moscou. Depuis, à chaque échéance internationale, l'ombre de la politique plane sur les anneaux de l'olympisme. Les Jeux de Pékin en 2008 et ceux de Sotchi en 2014 n'ont pas échappé à la règle. Car tel semble être le destin des JO, une tribune sportive et politique. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles aujourd'hui, le boycott des JO de Moscou en 1980. Notre invité Maurice Weiss, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions de relations internationales et de la guerre froide, vous allez nous aider à décrypter le contexte qui entoure toute cette affaire. J'ai presque envie de dire que finalement ce boycott des JO de Moscou, c'est pas tout à fait une surprise parce que ces Jeux sont organisés au cœur de 3 crises. Il y a l'affaire iranienne, qui est une crise essentiellement pour les États-Unis. Il y a la Pologne, qui connaît les premiers soubresauts qui vont déboucher sur ce qui était la première brèche sérieuse dans le glacis soviétique. Et puis il y a bien sûr cette affaire afghane. Comment des Jeux Olympiques à Moscou en 1980 dans ce contexte pouvaient se dérouler normalement? Aujourd'hui, on se dit que le boycott est presque quelque chose de, entre guillemets, logique. Entre guillemets, logique. Oui, je ne partage pas totalement votre opinion. Question, c'est une question. Voilà. Alors, je ne le crois pas. Je crois que, en revanche, les extraits que vous avez diffusés auparavant sont tout à fait intéressant et stupéfiant, même d'intérêt pour un historien. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. Et penser que des Jeux Olympiques qui drainent des dizaines de pays, des millions de personnes qui sont intéressées, pourraient ne pas être concernées par la politique, ce serait de la folie. Et d'ailleurs, je reviens à un des extraits que vous avez diffusé, celui de Lord Killanin, le président du comité olympique international. C'est extrêmement intéressant parce que au fond, il a fait référence à Pierre de Coubertin en disant c'est Pierre de Coubertin qui a voulu que ça ne soit pas au fond entaché de politique, etc. Ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas tout à fait vrai parce que quand Coubertin a créé les Jeux Olympiques, c'était dans une idée bien précise, donner à la France plus d'influence dans le monde. Au fond, ce que nous appelons depuis un certain nombre d'années le soft power, c'est-à-dire l'influence en politique, eh bien, il y avait déjà cette idée de Pierre de Coubertin dans le fait d'organiser les Jeux Olympiques. Et la preuve, c'est que attribuer les Jeux Olympiques à un pays, c'est lui donner en quelque sorte une responsabilité au niveau mondial qui se paye cher. Et la preuve, c'est que dans
dans certains cas, cela ne marche pas. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez diffusé un extrait de l'Orquilanine en français. Oui. Pourquoi ? Eh bien parce que volontairement, on a voulu que le français soit une des 2 langues officielles des Jeux Olympiques. Et par conséquent, là aussi, cela montre le problème de l'influence des Jeux Olympiques sur le plan international. Donc, pardon, mais on est bien d'accord au bout du compte. On est bien d'accord. Oui, parce qu'en fait, je vous dis, des Jeux Olympiques, quand vous mettez en avant l'enjeu politique incontournable des Jeux Olympiques, au moment de ces 3 crises, c'est pour ça que j'en viens, admettons que le boycott ne soit pas logique, quelque part, et avec le recul, il n'est pas si étonnant que ça. C'est ça que je voulais dire. Non, ce qui n'est pas étonnant. Approchez-vous, monsieur. Voilà, ce qui n'est pas étonnant, c'est que on utilise les Jeux Olympiques dans un but politique. C'est ça. Alors, boycott ou pas, en effet, c'est l'intérêt. Et alors, vous avez évoqué le contexte international. Je crois que c'est très important. Si vous permettez, j'en ajouterai une qui est essentielle, c'est la crise des euromissiles. Oui. C'est-à-dire le fait que depuis un certain nombre d'années, nous sommes en pleine détente internationale, une détente qui voit parallèlement la course aux armements se multiplier entre les 2 superpuissances. Et cette course aux armements, elle saisit tout ce qui peut être comme on pourrait dire des niches. C'est-à-dire comment est-ce que telle ou telle puissance peut trouver le moyen d'enfoncer le clou à l'autre dans un domaine où il n'y a pas eu d'accord. Parce que la détente, c'est aussi des accords de désarmement. Et alors, les soviétiques vont mettre au point ce qu'on appelle des euromissiles, c'est-à-dire des fusées à moyenne portée qu'ils installent en Europe de l'Est et qui menacent l'Europe occidentale. Et cela participe énormément de la tension qui renaît dans le monde et en particulier en Europe, parce que après tout, on pourrait dire que avec les accords d'Helsinki en 1975, on était arrivé à une période où, au fond, on s'était mis d'accord sur le fait que les frontières nées de 45, on n'allait pas les bouger, on n'allait pas les changer, que l'Allemagne serait divisée et que les frontières avec la Pologne, etc. Or, et que, au fond, la confrontation Est-Ouest, elle n'était plus en Europe, elle était ailleurs, dans d'autres parties du monde, et en particulier en Afrique, en Asie, etc. Or, qu'est-ce qui se passe avec les euromissiles ? C'est que, tout d'un coup, la guerre froide revient en Europe. La guerre froide qu'on avait cru disparue, qu'on avait cru terminée, et c'est ce qu'on va appeler la seconde guerre froide, qui va se développer en effet à partir de 1979. Alors, il y a des éléments dont vous avez parlé, l'Iran, en effet, il y a des éléments qui vont avoir de plus en plus d'importance, la Pologne, mais la question des euromissiles est une question essentielle parce qu'elle va aboutir à se confronter les Occidentaux et les Soviétiques. Bien. Tout à fait juste, évidemment. Mais c'est vrai que l'élément factuel qui déclenche le boycott, pour le coup, c'est l'invasion de l'Afghanistan. Oui. Je vous pose la question très simplement. Oui. C'est toujours facile de dire, des années après, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ? C'était forcément l'échec. Bon. Qu'est-ce qui leur prend ? Quelle mouche leur pique d'aller en Afghanistan ? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils pensent. Parce que nous avons la chance d'avoir les comptes rendus des discussions au sein du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique et que pendant toute l'année 1979, les plus importants dirigeants communistes disent non, écoutez, non. On va pas s'engager là-dedans. C'est de la folie. D'ailleurs, nous n'avons aucun intérêt à aller. Ça va être très mauvais pour notre image internationale. Donc, nous n'allons pas y aller. Et c'est un point intéressant. Ils sont poussés à y aller. Ils sont poussés à aller par les Afghans. Une fois de plus, ce qu'on ignore plus dans les questions de guerre froide, c'est que bien souvent, ce sont pas les 2 superpuissances qui manient les pions. Ce sont parfois des petites puissances qui les poussent à entrer dans les conflits. Et dans le cas de l'Afghanistan, le fait pour les soviétiques de vouloir conserver
la tutelle en quelque sorte. Parce que c'est un gouvernement communiste, hein, Kaboul, faut le dire. Absolument, sur un gouvernement dont il se demandait s'il n'allait pas changer de main. Et par conséquent, pour eux, évidemment, il y avait l'idée qu'il fallait continuer à avoir la haute main sur ce pays, d'autant plus que il faut voir aussi la configuration locale. Il y a le Pakistan, qui est un pion des Américains. Il y a l'Iran, qui était un pion des Américains, mais qui tombe dans là où on ne sait pas, mais en tout cas qui sort de la tutelle américaine. Il y a dans ces années 78-80 une véritable explosion dans ce domaine de l'Asie du Sud-Ouest. Et donc, bien entendu, oui, l'Afghanistan va être un abcès de fixation pour la confrontation Est-Ouest. Quels sont les rapports entre Jimmy Carter et Léonid Brejnev? Parce qu'on sait que des rapports étroits, humains, peuvent éventuellement changer les choses. Mais ils étaient bons. Mais d'une part, Brejnev vieillit, il devient, c'est un homme qui a de plus en plus de mal à se déplacer, qui est un peu, donc n'est pas aussi agile et dynamique qu'il l'était dans des années 70. Et puis, d'autre part, il faut pas oublier, et cela, vous l'avez très bien dit dans le reportage, enfin, c'est qu'il y a des enjeux de politique intérieure du côté de Jimmy Carter. Jimmy Carter, il a eu une présidence qui a été fondée sur les droits de l'homme en ce qui concerne les relations internationales, la politique internationale, et il a été énormément critiqué par les républicains parce que on l'accusait d'être trop mou, justement, à l'égard des soviétiques. Ah oui, puisque Ronald Reagan avait dit, avait fait le slogan de sa campagne, America is back. L'Amérique est de retour. Exactement. Ça disait tout ça, en fait. Exactement. Et par conséquent, pour Carter, comme pour son principal conseiller Brzezinski, Zbig, comme on l'appelle là, l'idée, c'est qu'il faut manifester sa force à l'occasion d'événements qui ont lieu, comme par exemple l'Afghanistan. Et c'est pourquoi il en rajoute pour les histoires de Jeux Olympiques. Alors que du côté français, on est beaucoup plus réservé à l'égard d'une politique de fermeté à l'égard de l'Union soviétique. On veut conserver la détente. Sur France Inter. En 1984, on va appeler ça la réponse du berger à la bergère. La nouvelle échéance olympique se déroule cette fois à Los Angeles, aux États-Unis bien sûr. Elle va être l'occasion d'un coup de force du clan soviétique et donc d'un boycott en règle. On va écouter quelques mots de Patrice Gélard, spécialiste des questions soviétiques, qui tente de décrypter cet épisode au micro de France Inter. Maurice Weiss, on l'écoute ensemble et vous me direz si vous partagez ce qu'on analyse. Quand les Américains avaient boycotté les Jeux de Moscou, ils mettaient le doigt dans un engrenage dangereux. Parce que quand on boycotte, il faut s'attendre au retour. C'est-à-dire qu'un beau jour, ceux que l'on a boycottés vous boycottent à votre tour. C'est un peu ce qui est arrivé. Je crois que les Soviétiques l'auraient pas fait si les Américains n'avaient pas préalablement fait. Alors ça, c'est un élément. Mais il y a aussi un deuxième élément, je crois, qui intervient dans cette décision, c'est que l'Union soviétique est revenue, en fin de compte, à la tradition brejnevienne. Et que maintenant, on revient à une certaine orthodoxie intérieure, à une certaine pratique antérieure du fonctionnement de l'État, et qu'il faut trouver des compensations sur le plan extérieur, puisque sur le plan intérieur, il n'y a plus rien à attendre. Est-ce que vous partagez cette analyse ? En ce qui concerne le premier élément, sans aucun doute. En ce qui concerne le second élément, je suis plus réservé. Je pense que, d'une part, il y a la prolongation de la guerre en Afghanistan, une guerre longue. C'est, on a dit que c'était le Vietnam de l'Union soviétique. Absolument, le bourbier. Eh bien, sans aucun doute pour l'Union soviétique. Pour la population soviétique qui voit revenir des jeunes qui sont estropiés, 14 000 morts parmi l'armée rouge. Il y a ces jeunes qui vont en Afghanistan et qui se droguent et qui et par conséquent c'est une véritable décomposition interne de l'Union soviétique et cette guerre d'Afghanistan est vraiment un des éléments
de la déconfiture de l'Union soviétique à la fin des années 80. À tous les niveaux, hein, niveau politique, puisque à la mort de Brejnev, Andropov puis Tchernenko arrivent et restent chacun à peu près 1 an, pas plus. Le pari de Gorbatchev sera justement de dire voilà, on est à bout de souffle, il faut faire quelque chose. Là, c'est vraiment, on sent la fin de, on ne sait pas que c'est la fin de l'Union soviétique, on est tous surpris hein, en 89, mais c'est vraiment un pays à bout de souffle. Ah oui, à bout de souffle en particulier parce que le président Reagan, dont on a parlé tout à l'heure, a lancé ce qu'on appelle la course aux étoiles, la course à un armement encore plus sophistiqué, et les soviétiques... C'est le bouclier antimissile, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Et les soviétiques voulaient suivre cette course aux armements, ils se sont essoufflés, et la part du produit national brut soviétique consacré à l'armement était tellement important déjà au début de Brejnev, il a encore augmenté, et par conséquent, on voit peu à peu les soviétiques s'épuiser dans cette course, et il est clair que Gorbatchev va trouver comme solution de mettre fin à cet engagement, et de façon difficile. Il n'y arrivera pas tout de suite. Dès 85, il essaye, mais ce n'est qu'en 88 que les soviétiques vont quitter l'Afghanistan. Bruce Weiss, merci. Je rappelle le titre de votre livre dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, l'engagement de la France dans le monde, du 8 mai 1945 au 11 septembre 2001. C'est un livre qui pèse plusieurs kilos. C'est à la fois un livre où on apprend beaucoup de choses, et puis ça fait partie de la catégorie des beaux livres, avec aussi de belles photos. Merci infiniment. Merci. Au revoir. C'était Affaires sensibles, aujourd'hui les JO de Moscou.